Dans ce TPE, nous nous intéressons au modèle du tas de sable qui permet de modéliser tout un tas de phénomènes de propagation, de la propagation des feux de forêt jusqu'aux avalanches de neige. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter le modèle qui a été trouvé pour modéliser ça. Puis, on va vous présenter quelques propriétés issues de la littérature. Et enfin, on va vous présenter quelques résultats et conjectures qu'on a fait personnellement. Donc maintenant, Nicolas va vous présenter le modèle. Le modèle, donc. Ici, vous avez un tas de sable, ce qu'on peut modéliser par des piles de grains. Une pile de grains, c'est une colonne, les colonnes que vous voyez ici. L'idée pour modéliser un tas de sable, ça va être d'utiliser les grilles que vous avez ici. Chaque case d'une grille correspond à une pile de grains de sable. Donc ici, vous auriez 1, 2, 3, 4, 5 tas de sable, et chaque case correspond à une colonne de grains. Et le numéro de la case correspond au nombre de grains de sable qu'il y a dans la pile. Donc nous, on va représenter ça comme ça en Python, avec des teintes de gris qui correspondent au nombre de grains de sable. Plus la case est foncée, plus la case possède de grains de sable. Et donc après, une fois qu'on a cette représentation des tas de sable, on va devoir modéliser leur évolution, c'est-à-dire la façon dont ils s'éboulent. Donc la règle qu'on va introduire, elle est simple. Si une case a 4 grains de sable ou plus, elle va être instable. Elle va pouvoir s'ébouler, c'est-à-dire que elle va perdre 4 grains de sable et elle va en donner un aux cases voisines. S'il s'agit d'une case sur un bord, alors il y a un grain qui va tomber dans le vide, qui va disparaître. Et si la case est sur un coin, il y a deux grains qui vont disparaître. Donc comme ça, on modélise les éboulements successifs du tas de sable lorsqu'il y en a trop. Donc pour pouvoir travailler avec ces concepts, on a créé une classe Python qui nous sert tout au long notre travail à simuler tout ce qu'on veut aborder. Et donc là, on a représenté tout simplement l'état de sable avec des tableaux NumPy. Bon. Oui. Donc ensuite, une première propriété assez simple et qui va être importante dans la suite, c'est que l'ordre dans lequel on déboule les cases instables n'a pas d'influence sur le résultat final. On peut illustrer ça avec avec deux modes d'éboulement. Donc à gauche, on éboule chaque case successivement et à droite, on éboule toutes les cases qui sont instables en un seul coup. Et donc, on n'aura pas du tout les mêmes étapes, on n'aura pas du tout les mêmes avalanches, mais à la fin, l'état final qu'on obtient et qui est stable est unique, peu importe l'ordre dans lequel on le fait. Donc l'ordre n'a pas d'influence. Donc ça permet de ne pas avoir à décrire l'ordre dans lequel on va faire ces choses. Donc maintenant, Nicolas va vous présenter quelques petites propriétés issues de la littérature. Donc la première des propriétés, ou plutôt des distinctions qu'on va faire sur les tas de sable, ça va être celui des tas de sable, des états récurrents et des états non récurrents. Quand on parle d'état, en fait on parle de configuration, on parle de tas de sable. Donc qu'est-ce qu'un état récurrent, qu'est-ce qu'un état non récurrent? Eh bien ici il s'agit de définition markovienne, c'est-à-dire qu'on va itérer un processus qui va nous permettre de catégoriser l'état de sable en ces deux catégories. Le processus est le suivant, on part du tas de sable vide, sans aucun grain, donc de la grille vide, et on va ajouter un grain aléatoirement. Et à chaque fois qu'on rajoute un grain, on regarde s'il y a des cases qui sont instables. S'il y a des cases qui sont instables, on les éboule, on fait des éboulements juste successifs jusqu'à ce qu'on arrive à un état stable. Et donc on itère ce processus à l'infini, et en fait, et on va regarder les états qui reviennent une infinité de fois. Ces états, ils sont particuliers, et ça va être les états récurrents. Et tous les autres, ceux qui n'apparaissent pas une infinité de fois, lorsqu'on itère ce processus à l'infini, ça va être des états non récurrents. On a également un test qui est beaucoup plus rapide pour savoir d'emblée si un état, si une configuration est récurrente ou non. On va lui ajouter ce tas, c'est-à-dire cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on va les superposer, on va ajouter les numéros case à case, et on va ébouler. On va ébouler jusqu'à ce qu'on arrive à un état stable. Et si l'état stable auquel on arrive est le même que l'état stable de départ qu'on voulait tester, eh bien on sait, on est assuré qu'il s'agit d'un état récurrent. Et ensuite, on va pouvoir aussi munir tout ça d'une structure de groupe. Alors on sait déjà que les matrices, oui, qui sont ici nos configurations, c'est des tableaux de nombres, c'est la même chose, ont une structure de groupe abélien naturellement avec l'addition point par point. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est
les, les états récurrents. Et ces états récurrents, si on leur fournit juste la structure avec la somme classique des matrices, et ben on voit bien qu'en additionnant deux états récurrents, on va obtenir des états instables, qui ne sont donc pas récurrents. Et donc ensuite, donc la loi qu'on va prendre, c'est l'addition suivie de l'éboulement jusqu'à état stable. Et donc là, avec cette loi, on va pouvoir définir une structure de groupe sur l'ensemble des configurations récurrentes, ce qui donne son nom au modèle. Et donc, évidemment, si on a une structure de groupe, on a un élément neutre. Et donc il se pose la question de comment obtenir cet élément neutre. Cet élément neutre, on a une première façon, c'est la procédure algorithmique. On prend l'état vide, on y ajoute l'état de test évoqué tout à l'heure, puis on éboule, puis on rajoute l'état de test, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, après avoir ajouté l'état de test et éboulé, on retombe sur la configuration obtenue avant d'ajouter cet état de test, et on a encore l'identité. Donc ça, je vais vous lancer l'animation pendant que Nicolas propose une deuxième façon de le retrouver. Donc ça, c'est la procédure algorithmique. Et puis sinon, on peut directement travailler avec les tas de sable de façon algébrique et construire, découvrir l'identité. Alors pour ça, voilà l'expression de l'identité. Et donc il y a deux symboles qui sont importants. Le premier, c'est le symbole plus qui est entouré et qui désigne en fait la loi de ce groupe abélien. C'est la loi, c'est la suivante, c'est l'addition de deux tas de sable, comme Théo l'a dit, suivi d'un éboulement, suivi de plusieurs éboulements, euh, jusqu'à atteindre un état stable. Donc il y a cette opération, et également le delta qui correspond, qui désigne le tas de sable, la configuration qui est pleine, qui est stable et pleine. C'est-à-dire la configuration sur laquelle chaque case possède 3 grains de sable, exactement 3 grains de sable. Donc en agençant comme ça cette configuration pleine, on obtient l'identité. Donc voilà, avec les deux procédures, on obtient effectivement, après des étapes différentes, la même configuration finale qui a une forme caractéristique de l'identité, peu importe sa taille. Et ça, c'est encore indémontré. Donc ça c'est non démontré. Et puis nous on a essayé d'apporter de faire des conjectures et d'apporter quelques résultats. Et donc, une première question qu'on s'est posée, c'était la suivante. Est-ce qu'il existe un poids limite tel que, étant donné une configuration stable, si son poids, c'est-à-dire la somme de tous ces grains, est inférieur à ce poids limite, qui potentiellement existe, alors d'emblée, c'est une configuration non récurrente. Et si son poids est supérieur à ce poids limite, alors on pourrait savoir tout de suite que c'est une configuration récurrente. Donc ça, c'était notre première question. Donc pour répondre à cette question, on a construit un algorithme qui va nous permettre de générer toutes les configurations. Alors il y en a quand même beaucoup, il y en a 4 puissance n carré. Donc c'est impossible de toutes les stocker. Donc on a utilisé un générateur qui permet de renvoyer une configuration, de la tester, puis de passer à la suivante. Et même malgré ça, ça devient très très lourd, très vite. Donc on a ici la fonction qui permet de toutes les générer. C'est une fonction récursive qui se rappelle elle-même. Bref, je passe les techniques. Et du coup, ça nous permet de trouver un contre-exemple à cette conjecture. Ici, une configuration récurrente de poids 4 et ici une configuration non récurrente de poids 6. Donc la propriété est fausse et on en déduit une nouvelle représentation de l'ensemble des configurations. D'une part les configurations non récurrentes, d'autre part les configurations récurrentes et au milieu des configurations qui sont récurrentes ou non récurrentes mais dont le poids seul ne permet pas de trancher sur leur nature. Et donc il vient tout naturellement la question de quels sont ces poids-là ici, et donc nous on s'est plus particulièrement intéressé au poids minimal d'une configuration récurrente. Enfin, une configuration récurrente incluant les configurations mixtes, bien évidemment. Et donc pour ça, on ne pouvait pas passer par l'exploration de toutes les configurations, parce qu'il y en a trop. Donc on est passé par une approche fréquentiste qui consiste à itérer le processus markovien, ici dans la plupart des cas 10 millions de fois. Donc pour faire 10 millions de tests, on a dû passer par le module NumPy qui permet de compiler du Python. Parce que une fois compilé, le langage va s'exécuter beaucoup plus vite. Ici, on a un gain de temps de l'ordre du facteur 10.
ce qui rend les modélisations possibles quand si on a besoin d'une heure pour chaque, c'est impossible. Et donc avec cet algorithme fréquentiste, on a pu trouver la configuration de poids minimal rencontrée. Alors, pour les premiers points, on est assez confiant de nos résultats parce que on rencontre plusieurs fois au cours du processus des configurations minimales. On n'en rencontre pas juste une seule, comme par hasard finalement. Alors que pour les derniers points, on n'en est pas très sûr parce que au cours des quand même 10 millions d'itérations, on rencontre peut-être une ou deux fois des configurations du poids minimal, ce qui peut laisser supposer que c'est pas le vrai poids minimal. On pourrait juste l'avoir trouvé comme ça par hasard. Donc là, on peut faire sur ces quelques premiers points une rapide interpolation polynomiale qui nous donne un polynôme de l'ordre de 2x carré moins 2x, qui semble plus très vrai à la fin. On ne sait pas si c'est pour des raisons de configuration minimale non trouvée ou si c'est pour des raisons que l'interpolation polynomiale est complètement fausse. Toujours est-il que la littérature nous fournit une minoration théorique qui est de 4n. Et on voit bien que cette minoration est respectée, sauf pour le cas où il y a une seule case qui n'est pas vraiment un cas intéressant. Donc au passage, on s'est intéressé aussi à une autre propriété, c'est le poids de l'avalanche maximale observée au cours de ces 10 millions d'itérations. Et donc ici, nous, on a défini le poids d'une avalanche comme le nombre de grains de sable qui tombent dans le puits, c'est-à-dire sur les bords de la grille. Et ici, on a trouvé que le poids de l'avalanche maximale était exactement de 4N. Alors on ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'on constate sur les premiers cas explorés. Voilà qu'on on a pu observer par la modélisation le fait que l'ordre des éboulements n'influait pas sur le résultat final, ce qui est très clair quand on travaille avec des opérateurs, comme à la façon un peu avec des matrices, mais qui n'est pas forcément intuitivement évident. Ensuite, on a essayé de travailler sur des conjectures qui se sont révélées très difficiles dès que les tailles d'état commençaient à être trop importantes. D'ailleurs, les preuves également sont peu nombreuses dans la littérature et vont peut-être amener à évoluer dans le futur. Ouais. Niveau temps, on est large.